sur Monaco Info en cette fin de semaine. Sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle édition. Rencontre entre des jeunes rugbymen sud-africains et des collégiens de la Principauté. Le soutien et le financement des entreprises monégasques à l'honneur du petit déjeuner débat de la Jeune Chambre économique de Monaco. Le Monaco Economic Board tenait jeudi au Café de Paris son assemblée générale. Le nouveau musée national de Monaco nous fera découvrir le monde d'Hercule Florence. Soirée musicale pour le théâtre Princesse Grace avec une pièce consacrée à Bob Dylan suivie d'un concert. Nous avons suivi les derniers entraînements de Special Olympics Monaco avant leur départ en Autriche pour les Jeux mondiaux d'hiver. Et nous recevrons notre invité du week-end. Joe Cals est paraplégique depuis plus de 30 ans, mais aidé de ses béquilles, il se lance de nombreux défis afin de récolter des fonds pour la recherche médicale. Le dernier en date, la traversée des États-Unis. Il nous en dira plus en fin de journal. La Fondation Princesse Charlène poursuit la mise en œuvre de ses programmes en faveur de la jeunesse avec les valeurs du sport en toile de fond. De jeunes rugbymen sud-africains sont actuellement en Principauté afin de disputer le tournoi Sainte-Dévote. Et en marge de cette épreuve, ils ont été amenés à rencontrer des collégiens monégasques. Le reportage de Patricia Navarro. Ils sont 12 adolescents originaires de la région de Cape Town en Afrique du Sud. Depuis quelques jours, ils vivent un véritable rêve éveillé. À l'invitation de la Fondation de la Princesse Charlène, ces jeunes rugbymen vont disputer le tournoi Sainte-Dévote au Stade Louis II. Mais au-delà de cette rencontre sportive, ils ont pu découvrir Monaco. Ils se sont rendus à Toulon pour y voir s'entraîner l'équipe pro de rugby de la ville et ils ont eu un échange privilégié avec des collégiens de Monaco, le tout sous le regard bienveillant de la princesse Charlène, dont c'était le vœu de mettre en œuvre ce programme pour promouvoir notamment les valeurs du sport. Yes, I'm very happy today. I mean, hopefully in the future we can expand to other countries, not just South Africa. But this South African group today are a group of 12-year-olds from South Africa that are from 3 townships, Alexandra, Khayelitsha and Somerset, which are very underprivileged, and a lot of these children don't even have the sufficient means to go to school and have an education. So to bring them here and to engage them with the life that we have here with the children and how the children here are educated, it's, I think, inspirational both ways. But today was particularly important because it's the first time that I've assumed CPR with a group. And I thought this would be very important to be part of our program because, number one, we will teach children CPR. So it doesn't matter if it's in an aquatic area or anywhere, that if a child or a person has fallen from a tree or fallen off a horse or hit by a car or winded, that they would have the ability to resuscitate that person. So I added this into the program so they could learn this and give them more confidence, apart from teaching them the water safety awareness and the learn to swim. And then uniting them through a little friendly rugby game with other countries. And then I think is education through sports. Et c'était donc une première cette année. Ces jeunes Sud-Africains ont appris les gestes qui sauvent lors d'un atelier de la Croix-Rouge monégasque, quelques minutes après avoir eu un échange amical et très instructif avec leurs petits homologues du collège Charles III et de l'établissement François d'Assise Nicolas Barret. We learned the different languages and the different people from the different lands. And we also learned more about Monaco. And actually for the first time saw Princess Charlene and also Prince Albert on the projector. Ils sont très sympas, ils sont gentils, ils sont très amicaux, ils ont beaucoup parlé avec nous et c'était sympa. J'ai beaucoup aimé parce qu'ils sont sympas. On a appris qu'on avait des choses en commun, surtout les jeux vidéo. Ce sont des enfants qui viennent d'Afrique du Sud, qui sont très sains, très sportifs, qui ne sont pas très gâtés a priori, qui ne connaissent pas ce milieu privilégié qu'est Monaco. Et donc sur un terrain de rugby, ils se sentent complètement égaux par rapport à leurs camarades. Ils sont mignons, ils sont beaux, ils sont en pleine forme. Et donc finalement, ils sont jugés de par leur talent sportif et non pas du tout par rapport à leur niveau social. Donc là, effectivement, c'est un grand rapprochement entre des enfants de cultures différentes. It's a magnificent experience for them. I think
nobody would ever in their wildest dreams will ever think of such opportunity at a young age. The most astonishing part for them is the boats and the cars. We're not used to that in South Africa, and so and they love the food as well. Every time we eat, they compliment the food that they're eating, so they love the whole culture and everything that is here. La matinée de découverte s'est poursuivie par 1 heure dans l'eau, dans la piscine du collège Charles III. C'est là aussi l'un des programmes phares de la Fondation Princesse Charlène, l'apprentissage de la natation pour éviter des milliers de noyades. Entre sorties ludiques, découverte d'une autre culture et défis sportifs, cette expérience restera unique pour ces adolescents. Et l'été prochain, ce sera au tour de jeunes rugbymen monégasques de s'envoler pour l'Afrique du Sud. Ils se rendront à Durban, une nouvelle occasion de montrer combien les notions de partage, de solidarité, de respect mutuel et de générosité peuvent permettre aux enfants de mieux s'accepter et d'évoluer harmonieusement aux côtés des autres. La Jeune Chambre économique de Monaco recevait ce vendredi matin le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie à l'occasion d'un petit déjeuner débat. Il était question d'aborder les outils de financement et de soutien du gouvernement en faveur des entreprises monégasques. Le reportage de Vanessa Dessy. L'ADN de la place financière monégasque, c'est surtout le service proposé aux clients haut de gamme. L'activité des banques privées s'est considérablement développée ces 30 dernières années en principauté, grâce notamment à des offres dans le domaine de plus en plus compétitives. La relation de proximité entre les acteurs de cette place financière et le gouvernement princier reflète une réelle communauté d'intérêts. La banque privée, c'est plutôt un service, oui, accessible à des clients relativement aisés pour leur patrimoine. Le financement et les aides au financement pour les entreprises, c'est en revanche accessible à tous, ça doit être disponible pour tous. Et à côté des banques, l'État joue également son rôle, puisque ce matin, en effet, avec la Jeune Chambre économique, nous voulons évoquer un certain nombre de dispositifs mis en place en particulier par la direction de l'expansion économique, toujours à l'écoute et au service des entreprises, pour leur permettre de participer à des salons, pour leur permettre de se développer, de faire face à des dépenses de recherche et développement, des dépenses de marketing, voilà, pour les accompagner dans leur croissance. La Jeune Chambre économique de Monaco a souhaité mettre en avant les différents outils de soutien et de financement en faveur des entreprises monégasques. L'idée étant de créer un moment de dialogue, mais surtout d'information. Suite en fait à une prise de contact avec l'expansion économique au mois de décembre, nous avions évoqué donc la thématique de faire un petit déjeuner sur un sujet bien précis et il nous disait justement que ces outils d'aide au financement étaient assez méconnus, qu'un travail était fait depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, où justement on faisait connaître tous ces outils d'aide au financement, quand on parle du fonds Eureka jusqu'à la SACDE. Nous avons donc trouvé que cette thématique était intéressante à aborder pour vraiment faire connaître tous ces outils d'aide au financement qui sont possibles en principauté et qui sont au final assez méconnus, alors que c'est un levier aujourd'hui important sur des marchés très concurrentiels. Le prochain rendez-vous pour la Jeune Chambre économique de Monaco est fixé au mercredi 22 mars. Il s'agira de la première assemblée générale réservée uniquement aux adhérents. Économie toujours avec la traditionnelle Assemblée générale du Monaco Economic Board, l'occasion d'évoquer les grandes lignes de l'année à venir. Le reportage de Christine Datomel sur des images de Sylvain Péromal. Portail de la promotion du dynamisme économique de la Principauté, le Monaco Economic Board a tenu son assemblée générale ce jeudi au Salon Bellevue en présence de près de 200 représentants des 470 entreprises membres. De nombreuses personnalités de la Principauté étaient également présentes à cette réunion, dont le ministre d'État, Serge Tell, qui a souhaité, lors de son allocution, faire passer un message aux représentants du MEB. C'est un message assez simple sur d'abord la chance que nous avons tous d'être en Principauté et la facilité avec laquelle nous pouvons, bien que tous différents, vivre ici grâce effectivement à une économie prospère auquel le MEB contribue. Ces gens sont des représentants de notre tissu économique, ils sont très importants pour le développement et l'attractivité de la Principauté, mais c'est aussi grâce à nos institutions que dans un monde
en mouvement, dans un monde qui se transforme partout, la principauté peut trouver sa place dans le concert des nations. Donc le message simple que je leur ai passé, c'est un message qui consistait à leur dire soyez nos ambassadeurs à l'extérieur, mais soyez aussi nos ambassadeurs à l'intérieur. Vous pouvez apprendre le monde à la principauté et vous pouvez apprendre la principauté au monde. L'autre jour, je racontais au ministre d'État, par exemple, nous avons un de nos membres qui a réussi de vendre de l'huile d'olive en Azerbaïdjan. Voilà comment on devient un bon ambassadeur. Et je trouve que c'était assez exceptionnel de vendre en Azerbaïdjan de l'huile d'olive. Et ça, c'est la façon dont on travaille. On travaille dans le concret. On fait découvrir à tous ces pays que Monaco est un pays où les gens travaillent. Et je peux vous dire que je suis très souvent interpellé, pas plus tard que mardi à déjeuner, par des gens de Monaco qui nous disent « Ah mais c'est bien, ça nous fait plaisir de voir que vous portez l'image de gens de Monaco qui travaillent aussi. » Monaco, et pour ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément. À l'occasion de cette Assemblée générale ordinaire qui leur est exclusivement réservée, les adhérents du Monaco Economic Board ont pu faire le bilan de l'année écoulée et évoquer le plan d'action pour l'année à venir. Et si 50 opérations ont vu le jour en 2016, le programme pour 2017 promet d'ores et déjà de nombreux temps forts, dont plusieurs missions économiques d'envergure à l'étranger. Les temps forts de 2017 à l'étranger vont s'axer sur des missions économiques. Nous allons accompagner donc le prince Albert dans son déplacement en Slovaquie et en Moldavie. J'espère qu'il sera avec nous aussi. Et puis ensuite, ça fait 2-3 ans que l'ambassadrice d'Israël me dit « Quand est-ce que vous venez nous voir ? Il faut que vous découvriez Tel Aviv ». Et nous avons attendu que l'incubateur qui va se développer sur Fontvieille sera prêt, je pense, en septembre. Il était important que nous allions plus tôt pour faire, je dirais, un teasing, comme on dit, vis-à-vis des sociétés israéliennes, des start-up de très haut niveau qui pourraient peut-être un jour venir chez nous pour se développer en Europe. En 2017, le MEB se rendra en Slovaquie, en Moldavie, en Russie, au Kazakhstan et en Israël. Composé à la fois d'entreprises, d'organismes professionnels et de représentants de l'État, le Monaco Economic Board assure tout au long de l'année la promotion de l'activité économique de la principauté, tout en participant à son développement. Je vous propose d'ouvrir une page culture. Le nouveau musée national de Monaco invite les visiteurs à découvrir le Brésil avec une exposition dédiée à l'inventeur et au dessinateur Hercule Florence. Reportage. C'est le fruit d'un travail de 5 ans de recherche. Hercule Florence, le nouveau Robinson, est la dernière exposition que présente le nouveau musée national de Monaco à la Villa Paloma. Les commissaires d'exposition Cristiano Raimondi et Linda Freni-Nagler ont choisi d'y présenter le travail de ce dessinateur et inventeur. Chaque étage est consacré à un moment fort de sa carrière. En fréquentant l'archive, on s'est rendu compte qu'il fallait expliquer bien l'histoire, la diviser en étapes chronologiques et thématiques, parce que bon, ici on est dans la salle des fazendas justement, qui est une étape fondamentale de sa vie, mais il y a des étapes qui sont plutôt thématiques, comme la salle des inventions. On montre beaucoup son écriture, qui est inédite complètement, parce que si on connaissait ses dessins, on ne connaissait pas les matériaux écrits, que selon moi sont magnifiques visuellement aussi. Donc on a conçu une exposition en 3 étages. Le premier concerne la première partie de sa vie au Brésil, l'expédition Langsdorff. La deuxième, les inventions et les fazendas. Et la troisième parle d'un thème dans lequel il se libère un peu, plus artistiquement, qui est un catalogue, un atlas d'études des nuages à disposition des jeunes artistes. À bord de l'expédition Langsdorff, Hercule Florence tient un journal de bord.
Tout au long de l'exposition, le public pourra découvrir à la fois ses croquis, ses textes et recherches, mais également ses inventions. Cet aventurier baptisé le Nouveau Robinson est un héros monégasque plutôt méconnu du grand public. Hercule Florence, c'est un personnage qui est fruit d'une époque entre illuminisme, romanticisme. Hercule Florence lit Robinson Crusoe, Hercule Florence travaille pour le génie civil de Monaco, mais à 19 ans décide de partir pour le tour du monde. Il arrive à Rio, il trouve des montagnes qui, la côte, ça lui ressemble vaguement à celle de Monaco. Il s'arrête et par hasard sera invité par le baron von Langsdorff à participer à l'expédition Langsdorff au milieu du Mato Grosso, les 5 années au milieu de la forêt amazonienne, les 10 000 km parcourus à l'intérieur de la forêt amazonienne. Et donc Hercule Florence, c'est un peu un artiste, c'est un inventeur, c'est un ingénieur, c'est un personnage, on n'arrive pas vraiment à le définir. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, je voudrais rappeler que celle-là, c'est la seule exposition qui a jamais été faite complète sur Hercule Florence avec toute la documentation. Donc finalement, on peut prouver scientifiquement qu'Hercule Florence a bien inventé les mots photographie en 1833 avant les déclarations de Herschel en 1939. On peut aussi définir de façon certaine qu'Hercule Florence a quitté la principauté de Monaco avec un passeport issu de la police générale de Monaco. Cette découverte elle est prouvée simplement par le fait qu'au Brésil, on a retrouvé le passeport, le papier qui était à l'époque le passeport, et on a retrouvé dans les archives du palais de Monaco le registre de où ce papier à l'époque, c'est-à-dire en 1823, le document il a été détaché. Donc Hercule Florence, après, sûrement, c'est très important de le considérer une figure brésilienne. C'est-à-dire que tout ce qui est réalisé au Brésil, qui est d'une importance incroyable, reste quand même une histoire brésilienne. Près de 2 siècles plus tard, Hercule Florence est donc de retour en principauté. Le prince souverain et la princesse de Hanovre étaient les premiers visiteurs de cette exposition jeudi matin. Ils ont pu découvrir en avant-première les œuvres reçues quelques heures auparavant par les équipes du nouveau musée national de Monaco. Le public a quant à lui jusqu'au 11 juin pour découvrir cette exposition à la Villa Paloma. Direction le théâtre Princesse Grace où la musique était à l'honneur jeudi soir avec une pièce consacrée à Bob Dylan suivie d'un concert du groupe Sirius Plane. Le retour sur cette soirée avec Fabien Bonilla. Combien de mesures de fa, combien de mesures de sol 2 mesures de fa, 2 mesures de sol, 2 mesures de fa, 2 mesures de sol. C'est binaire, ternaire? Ouais. Il y a une transition qui reste à définir et le refrain c'est tout con, c'est 1, 4, 5, c'est genre la bamba quoi. Enfin, c'est la bamba. Comme une pierre qui, voici le titre de la pièce jouée mardi par la troupe de la Comédie Française, l'histoire de l'enregistrement d'une chanson mythique du XXe siècle, une pièce inspirée du livre de Greil Marcus, Like a Rolling Stone, le titre de la chanson célèbre de Bob Dylan. Ce morceau, il a ça de particulier, il a beaucoup de choses de particulier, c'est-à-dire c'est Bob Dylan qui l'a écrit, il est à un moment très particulier de sa carrière et il se met à écrire des chansons un peu plus mystérieuses, un peu plus poétiques. Et puis il se met aussi à jouer en groupe, il se met aussi à jouer à passer à l'électrique. Donc c'est en fait ce qui nous a intéressé, Marie Raymond et moi, c'est avec elle que je mets en scène le spectacle. C'est un peu comment un artiste change de voix aussi. Et la particularité qu'il a aussi à ce moment-là, c'est que c'est un chanteur de folk, mais qui a énormément de succès. Donc il a aussi le courage de passer à autre chose alors que tout le monde adore ce qu'il fait. C'est aussi un spectacle sur qu'est-ce qui fait une œuvre finalement. C'est pas seulement le génie qui l'écrit, c'est évidemment sa force, sa puissance créatrice, mais c'est aussi tous ces gens qui sont là, ce guitariste qui est là pour assister à la session parce qu'il a été invité par le producteur, il est là pour jouer de la guitare, puis finalement il voit qu'il y a un orgue qui est libre, donc il va se mettre derrière l'orgue et puis il va jouer.
Il y a ce grand guitariste de studio, il y a ce musicien, ce pianiste qui a une formation classique et qui va se retrouver à jouer du piano, mais finalement, c'est lui qui trouve la ligne d'orgue qui va rendre la chanson mythique, mais finalement, il va se retrouver au piano et le piano, on l'entend pas dans la chanson. Enfin, il y a tout un tas de concours de circonstances comme ça qui sont à la fois ludiques, théâtraux, et puis voilà, qui racontent bien ce que c'est que la création. Les spectateurs sont ainsi les témoins de l'enregistrement en 1965 de la chanson Like a Rolling Stone, comme si une petite mouche était montée dans une machine à remonter le temps. C'est ça le sens du spectacle, en fait, c'est de mettre le spectateur à une place à laquelle il est pas censé être, en fait. Lui donner la sensation qu'il assiste à quelque chose auquel il n'est pas censé assister. Ça, c'est l'envers du décor. L'envers du décor, ça, c'est toujours... c'est à la fois, je trouve, c'est à la fois théâtral, c'est cinématographique. Voilà, il y a quelque chose. C'est une posture privilégiée en fait pour le spectateur. Après cette pièce, les comédiens ont laissé la place sur scène au groupe Sirius Plane. 3 jeunes filles, 3 musiciennes en pleine ascension. Si les mots sont débattus, moi d'un je t'aime. Dis-le fort, dis-le mal, mais dis-le quand même. Scandaleux dans un bouquet de roses. Même si tu l'oses, tu roses dans les veines. Si les mots sont débattus, moi d'un je t'aime. Dis-le fort, dis-le mal, mais dis-le quand même. On est 3 femmes, 3 chanteuses, 3 musiciennes, 3 auteurs-compositeurs et 3 leads. Donc ça fait un groupe un peu utopique comme ça, mais ça fonctionne bien parce qu'on s'aime très très fort. Et on a eu envie de s'amuser, de ne mettre aucune pression dans cette histoire. Et du coup, l'histoire nous rattrape et nous donne beaucoup de choses à vivre assez vibrantes en fait. Elles ont vibré et ont fait vibrer le public du théâtre Princesse Grâce avec leur style mélodieux et tout en douceur, entre compos et reprises entre autres de Bob Dylan. On va faire notre répertoire et on va y incorporer des chansons de Dylan. C'est très loin de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on a généralement une batterie, une guitare électrique, basse, piano. Et là, on va être guitare-voix, comme Dylan en fait. Donc à poil, on va dire ça comme ça. Ouais. I am saying you treat me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. En bref, dans le reste de l'actualité. Jeudi avait lieu la 6e soirée organisée par les Rencontres philosophiques de Monaco. Les membres fondateurs recevaient cette fois-ci les philosophes Marie-Aude Barognan et Véronique Bergène, le sociologue Philippe Lyotard et la psychanalyste Catherine Rioux sur la question du langage des corps. Prochain rendez-vous le jeudi 27 avril autour du corps et moi. Vous aviez pu les suivre sur notre antenne à Pyeongchang, en Corée du Sud, il y a 4 ans, puis à Los Angeles, il y a 2 ans. Cette année, c'est en Autriche que nous allons suivre les aventures de Special Olympics Monaco à l'occasion des Jeux mondiaux d'hiver. Émilie Rousseau a suivi les tout derniers entraînements de la délégation avant que la compétition débute ce samedi. Voyez son reportage. Allez, à vos marques. Prêts, partez. Allez Thibaut, à fond, allez Thibaut. Un dernier entraînement sous le soleil de la Côte d'Azur avant de retrouver les douces températures de l'Autriche. C'est en effet la prochaine destination de Special Olympics Monaco qui prendra part aux Jeux mondiaux d'hiver. Une compétition que la délégation monégasque connaît bien pour y participer depuis plus de 30 ans. À Pyeongchang, en Corée du Sud, il y a 4 ans, une quinzaine d'athlètes avaient remporté 17 médailles. Cette année, c'est un groupe plus étoffé qui se rendra à Schladming, dans le centre de l'Autriche, pour porter haut les couleurs de la principauté. Pour cette édition, 23 athlètes, c'est énorme. 23 athlètes, ça représente, je pense, la plus grosse délégation qu'on ait eue en hiver. Ça prouve que Special Olympics International cautionne ce qu'on fait. Pour donner une comparaison, les Italiens sont 39 et les Français 35. On est 23, c'est quand même pas mal. L'entraînement est méthodique en fonction du niveau des athlètes, appliqué
impliqués, chaque conseil est respecté. T'es prêt Thibaut? Ouais. Avance un peu moins ton pied, là tu vas pas être efficace mon coco. Encore, recule, voilà. Ton pied là, bien, comme ça. Voilà, comme ça tu peux bien pousser. Ok? Ok. Allez. Depuis février, les entraînements se sont intensifiés pour être fin prêt le jour J dans 3 disciplines, le ski de fond, le ski alpin et les raquettes. On a vraiment consacré le mois de février aux entraînements spécifiques, donc c'est vrai que pour une fois, du fait du nouveau statut un peu de Special Olympique, on a pu faire des entraînements en ski de fond, raquettes, à Beuil, des journées entières, des entraînements de ski alpin, bon slalom aidés par des personnes du ski club de Monaco à Isola. Et donc ça tout le mois de février, donc forcément un petit dernier entraînement spécifique, un peu de physique avant le départ. Si pour certains ces Jeux mondiaux seront une grande première, d'autres sont des habitués de la compétition. Une chose est sûre, ils comptent bien se dépasser pour battre leur record de Pyeongchang et prouver qu'ils sont de grands sportifs avant tout, et ce malgré leurs différences. Un mot de football. L'on connaît à présent l'adversaire de l'AS Monaco pour les quarts de finale de la Champions League. Il s'agit du Borussia Dortmund. Le match aller sera à suivre le mardi 11 avril. Le rendez-vous est donc pris. Nous retrouvons à présent notre invité du week-end. Il s'agit de Jo Cals. Bonjour Jo Cals. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver ici. Vous êtes venu pour nous parler de vos habituels défis. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre ces exploits, je rappelle en quelques mots certains défis significatifs. Donc, vous avez réalisé en 2012 à l'aide d'Orthez et de Béquille le trajet Le Havre-Menton. Et ensuite, en 2014, vous avez décidé d'emprunter les 1665 marches de la Tour Eiffel. Qu'est-ce qui vous a décidé, après votre accident, de vous lancer dans des exploits pareils ? Mon accident, en fait, il date de 1982. Et donc, j'ai suivi le discours de la société qui dit que malgré la paraplégie, on a le droit au bonheur, on a le droit à trouver une insertion sociale. Et au bout de 30 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, à vouloir être ce que je ne peux pas être, ça veut dire valide ou avoir une vie comme invalide, je me suis dit, il faut que je donne un sens à ma vie. Et la seule raison valable que j'ai trouvée de vivre comme ça, en fait, c'est d'essayer de faire comprendre à la société qu'on n'est pas fait pour vivre assis. Donc on rappelle vos défis, vous les réalisez à l'aide d'Orthez et de Béquille, donc qui viennent soutenir vos membres. C'est un gros travail, ça me demande, là pour les États-Unis, comme pour le Havre-Menton, j'ai eu besoin d'un an de préparation. Je veux dire, c'est un travail au quotidien, c'est une diététique, c'est des restrictions, beaucoup de restrictions, de privations. Vous travaillez avec des kinés, des masseurs, j'imagine des médecins pour vous aider à travailler votre musculature. J'ai toujours un préparateur ici qui est sur Menton, Monsieur Olivier Amalberti de Sport Plaisir, qui m'a préparé, qui m'a construit et qui m'a évité en fait les blessures. Je n'ai eu aucune tendinite, aucune blessure, déchirure musculaire, quoi que ce soit, alors que je veux dire, j'ai été très très loin dans l'effort, quoi. On parlait de 2 défis particuliers, mais vous en avez réalisé bien d'autres, notamment à Hercules, ici même à Monaco. Oui, juste avant que les athlètes se rendent aux Jeux Olympiques de Londres, sur le 1000 mètres d'Hercules, j'ai réalisé une première mondiale. Un paraplégique a parcouru le kilomètre en 14 minutes 30. En sachant qu'un valide, en faisant 5 km/h, une marche normale, met 12 minutes, quoi. Et donc, si j'avais fait un entraînement spécifique, je crois que j'arriverais à aller plus vite qu'un valide, juste avec le buste. Et donc, est-ce qu'on peut parler de ce nouveau défi ? Vous allez traverser les États-Unis cette fois-ci. Je veux être le paraplégique qui va me faire marcher des valides. Parce que je me suis rendu en Floride pour commencer à monter le projet au mois de mars de l'année dernière, en 2016. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, les Américains ne marchaient pas. Ils sont incapables de marcher, puisqu'ils font tout en voiture, vu les distances. Et donc, je me suis mis en tête
d'inciter, d'être le paraplégique qui va faire marcher des valides. Parce que, un peu selon le principe de la no finish line, je veux que chaque kilomètre parcouru par un valide finance une cagnotte. Et donc mon objectif, ce sera de faire venir un maximum de monde. Là, récemment, j'ai eu un mail de l'US Navy ils projettent de démarrer avec moi de New York et de me soutenir tout le long du parcours, puisque les corps de l'armée américaine en fait, ont beaucoup de paraplégiques amputés suite aux différents conflits qu'ils ont à travers le monde, quoi. Et donc ils sont concernés au premier plan. Justement, est-ce qu'on peut rappeler concrètement comment est-ce que ça va se dérouler en termes de kilomètres et les villes peut-être que vous allez parcourir, en tout cas la ville de départ et la ville d'arrivée que vous aviez en tête? Je vais démarrer de New York et en fait je pense que, bon c'est encore à déterminer, mais je pense que je vais longer la côte atlantique pour me retrouver le plus rapidement possible dans le sud, pour éviter l'hiver dans le nord, quoi, ou au centre des États-Unis. Donc je vais me diriger vers le sud et faire Washington, Atlanta et puis me diriger vers Los Angeles. Et pour ça, j'imagine que vous avez besoin de beaucoup de fonds, de financement. Avant de commencer le Havre-Menton, j'ai démarché beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises. Et moi, le premier, j'y croyais pas. Je pensais que j'allais faire un jour, 2 jours, avant de partir du Havre-Menton, je n'étais pas capable de faire 70 mètres sans m'arrêter. Et là, je m'attaquais à faire 1304 km, quoi. Et donc, quand j'étais voir les sponsors, ils m'ont gentiment fait comprendre que j'étais soit allumé, que j'étais fou. Et donc, je comprends qu'ils ne m'aient pas sponsorisé, que les gens ne m'aient pas soutenu. La Tour Eiffel, c'est pareil. Comment pouvez-vous monter 1665 marches à bout de bras, juste avec le buste, alors que moi je suis incapable de monter une volée d'escalier, quoi. Et donc aux États-Unis, là maintenant en fait le financement c'est juste un pont financier, parce que je vais avoir besoin d'une communication, de préparer le projet, de pouvoir démarcher les entreprises là-bas aux États-Unis et aussi de prendre un avocat. Parce qu'aux États-Unis, je vais devoir tout verrouiller par rapport au projet, par rapport au discours, par rapport à tout, quoi. Et donc, en fait, j'ai vraiment besoin que cette fois-ci, que les gens m'aident. Surtout qu'on parle de plusieurs années, d'un défi qui durera plusieurs années. Là, il y a une année de préparation. Et puis, le mai-juin 2018, je vais démarrer de New York. Et je veux dire, à raison de 20 km, enfin, je veux dire, ça va être mon maximum, mais à raison de 20 km, je compte mettre 1 an et demi à 2 ans, quoi, pour le faire. Mais mon optique, c'est de faire marcher un maximum de personnes, en fait. Donc, que ça prenne 1 an et demi ou 2 ans, je veux dire, il faut faire gonfler cette cagnotte pour donner envie à la recherche de trouver cette solution et que plus jamais un jeune ait à m'appeler au téléphone et me dire qu'est-ce que va être ma vie, quoi. Le jeune qui est dans un centre de rééducation et qui a son accident depuis 1 ou 2 ou 3 mois, ce qui est arrivé. J'ai eu de nombreux coups de fil de jeunes suite aux exploits que j'ai réalisés et qui pleuraient au téléphone et qui me disaient qu'est-ce que je vais devenir, quoi. En fait, avant de partir du Havre-Menton, j'avais été voir un médecin ici à l'IM2S et ce médecin, au cours de l'entretien, il me dit « La réussite de votre projet va passer par la prise de conscience de vos jambes. » Oh, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne comprenais pas son discours, quoi. Et puis en fait, quand j'ai commencé le Havre-Menton, je vous avais dit que je faisais 70 mètres. C'est parce que j'étais dans la conscience de mon buste et que j'étais dans la conscience de l'effort. Et en fait, au bout on va dire de 100 ou 200 km, j'avais toujours cette phrase de ce médecin de l'IM2S qui me revenait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant mon mouvement de pendulaire et en jetant mes jambes devant et en atterrissant sur mes jambes, je disais « je suis mes jambes ». Je me disais chaque fois « je suis mes jambes ». Et en fait, en me disant que je suis mes jambes alors que je ne les sens pas,
en fait, pendant 1300 km, je suis devenu mes jambes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à faire 1304 km. Et pour les États-Unis, en fait, je vais essayer d'aller encore dans un niveau supérieur. Je ne fais pas cette démarche pour moi, mais en même temps, cette démarche me fait aller dans une dimension spirituelle et intérieure. C'est un voyage intérieur où en fait je vais aller là où aucun humain n'a été. Parce que je suis le seul humain sur Terre à avoir fait 1300 km à la force du buste. Alors on me dit souvent, vous êtes un sportif de haut niveau. Je suis un sportif de haut niveau, mais est-ce qu'un sportif de haut niveau, avant d'entamer une compétition, est-ce qu'il a autre chose à penser que sa concentration? Alors que moi, ma concentration, elle est perturbée par le fait que je traîne un poids mort et que chaque mouvement, à chaque mouvement, je dois me positionner par rapport au sol parce que en fait, mes chevilles ne fonctionnent pas. En fait, mes chevilles se retrouvent au niveau du bassin. Et donc, quand mes deux jambes tombent raides, si vous avez un dévers, comme c'est souvent le cas, en fait, je dois compenser avec le haut du dos. Et donc, je dois calculer, avant chaque pas, comment est le sol, comment est-ce que je vais me réceptionner, puisque je n'ai aucun contact avec le sol. Merci en tout cas, Joe, pour votre témoignage. Et en tout cas, on espère avoir de vos nouvelles avant votre départ et ensuite à votre retour. Je vous en donnerai. Et je vous remercie de m'avoir accordé cette interview et j'espère que les gens vont être sensibilisés et s'associer à ma démarche parce que j'en ai vraiment besoin. Merci beaucoup en tout cas. Ce journal touche à sa fin. Je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. Samedi, large soleil sur l'ensemble de la matinée. Il fera 13 degrés au lever du jour et jusqu'à 19 degrés dans l'après-midi. Dimanche, maintien d'un temps printanier en avance sur le calendrier. Lundi, le soleil sera plus timide que les jours précédents. Il fera jusqu'à 17 degrés pour débuter cette nouvelle semaine. Mardi, journée plus mitigée que les jours précédents. Les températures seront en légère baisse. Mercredi, beaucoup de nuages et de pluie. Les températures seront proches des normales de saison. Et finalement, jeudi, temps maussade pour ce milieu de semaine.